Donc, premièrement, bonjour André. Très contente de t'avoir en entrevue aujourd'hui. Alors, avec cette nouvelle chronique qui s'appelle Autour d'un chaudron. Et je sais que tu as travaillé beaucoup en sécurité informatique. Tu as fait beaucoup d'enquêtes sur des fraudes. Tu as travaillé en génie logiciel. Tu as enseigné à l'Université de Montréal. Naturellement, ben, tu es autrice aussi, avec ta prose puissante et provocatrice que j'adore. Mais, et tu as fondé ta maison d'édition, Révolte. C'est un super chemin, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui lie tout ça, quel trajet, comment ça s'est enligné pour que aujourd'hui, tu nous présentes Alice et cybercriminels et ton essai l'intelligence artificielle au cœur de nos vies. Donc, qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? Ben, je te dirais que ça fait longtemps que j'écris des histoires, mais tu sais, pour moi, là, que j'écris des histoires. Et aussi, j'aime beaucoup l'écriture journalistique. J'aime beaucoup ça. Puis, je lis beaucoup aussi, beaucoup de romans policiers et beaucoup d'essais aussi. Mhm. Donc, je me suis toujours intéressée à ce qui était un peu nouveau, singulier, ce qui sortait un peu de l'ordinaire. Et bon, évidemment, avec les technologies, ben, je suis tombée dedans. J'adore ça. Donc, j'ai fait un métier là-dedans. Mais mon premier métier, mon cours, je suis comptable agréée. Donc, je suis Mhm. allée travailler en vérification. Donc, c'est par le mode de la vérification que j'ai connu les enquêtes de fraude, parce que c'est là que j'ai été appelée à donner un coup de main sur des enquêtes. Mhm. Et par la vérification aussi, je suis allée à la vérification informatique. Donc là, c'est là que j'ai connu un peu plus la technologie, l'informatique et j'ai adoré ça. Donc, c'est là que j'ai changé de métier. Donc, je suis un comptable qui a mal tourné. Fait que je suis allée travailler plus précisément en informatique, en génie logiciel. Ah, Et en génie logiciel, on conçoit des processus en utilisant des systèmes informatiques. Donc là, on touchait un petit peu déjà à l'intelligence artificielle. Donc, en partant, j'ai commencé à travailler sur des systèmes experts qu'on appelle, qui est une partie de l'intelligence artificielle qui fait comme si on reproduisait un peu le cheminement que ferait un humain pour prendre une décision. ok. Une décision pour acheter un morceau, pour acheter des fournitures qui vont aller dans une usine. Donc, c'était plus au niveau commercial que moi j'ai travaillé. Puis là, je continue à lire beaucoup aussi, tout ça. Et là, mon auteur favori est décédé, Stieg Larsson, qui a écrit la série Les Milléniums, Mhm. que beaucoup ont connu et adoré, qui ont été portés à l'écran. Donc là, ça m'a comme vraiment donné un choc, là. Tu sais, là, je me suis dit, mon Dieu, si je veux écrire un livre, tu sais, vais-tu avoir le temps? Fait que là, gros choc électrique. Fait que je suis allée chercher de l'aide en coaching d'écriture avec le très bon journaliste et auteur Jean-Benoît Nadeau. Et c'est lui parce que je n'avais jamais écrit de livre de ma vie. J'ai écrit Mhm. beaucoup de rapports, beaucoup de choses comme ça, mais pas d'histoire, disons, officiellement. Fait que lui, il m'a coaché, il m'a aidé. Donc, pendant un an à peu près, j'ai reçu de la formation pour savoir comment écrire. Puis j'ai lu des livres là-dessus, comment faire aussi. Donc, puis j'avais déjà des idées pas mal arrêtées. Par exemple, je savais que je voulais écrire quelque chose qui aidait aussi, qui était aidant pour la société, qui était Mhm. informatif, mais qui n'était pas non plus ennuyant. Tu sais, lire sur l'informatique ou la cybersécurité, c'est pas super intéressant nécessairement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça dans des histoires où on apprend en même temps comment se protéger, on apprend ce que c'est et ça nous informe parce que dans chacun de mes livres, il y a toujours des informations qui sont réelles. Donc, c'est un moyen pour moi de passer de l'information en même temps que d'aider la société
dans toujours des grands thèmes de justice sociale. Mhm. Ça, pour moi, c'est toujours un thème qui est récurrent dans mes livres. La justice sociale, c'est très important. Ouais, Et comme dans Alice au pays des cybercriminels, là où tu parles de la pédophilie, oui, justement. oui, Euh, L'informatique et l'intelligence artificielle, ben, ça fait pas mal partie de nos vies, y compris les sorcières qui sont modernes. Dans Alice au pays des cybercriminels, tu fais la différence entre les bons et les mauvais pirates. Euh, Est-ce que ça a un lien maintenant, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a de la bonne intelligence puis de la mauvaise ou c'est oui. toute la même chose? Non, c'est vrai, mais c'est vrai pour beaucoup de technologies, là. Si tu prends, tu sais, je peux donner un exemple. Au début, quand que le nucléaire, l'énergie nucléaire a été inventée, a été commencé à être étudié, Mhm, la principale chose qu'on a connue, ça a été la bombe nucléaire. Donc, c'est un côté un peu plus vraiment négatif, si on peut dire. Et au fil des années, il s'est développé plein de très, très bonnes applications avec l'énergie nucléaire. Donc, on pense à tous les appareils magnétiques pour les scans, pour détecter le cancer, tout ça. Tu as aussi les centrales électriques qui fonctionnent à l'énergie nucléaire. Donc, mhm. il y a eu un gros mouvement aussi de réglementation. Tu sais, il n'y a personne qui peut acheter ça, des produits radioactifs, là. Ça ne peut pas se trouver sur le marché, là. Et c'est Non. extrêmement réglementé. L'uranium qui est produit dans les mines, c'est très suivi, c'est très contrôlé. Mhm, Donc, l'intelligence artificielle, c'est un peu le même principe, moi, je trouve. Euh, on commence à s'en servir principalement pour des bons côtés, je dirais. Beaucoup au niveau commercial, industriel, on va s'en servir pour, justement, comme dans mon travail, au lieu qu'un humain, à chaque fois, tape une clé sur le clavier, à chaque fois qu'il prend une décision, ben, on peut comme essayer de reproduire le raisonnement d'un humain pour acheter des fournitures. Ben, mhm, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller regarder le niveau de production qui s'en vient. Fait que là, il va dire, ben, on va fabriquer 50 autobus dans le mois qui vient, donc je vais avoir besoin de tant de roues, tant de moteurs. Donc, toutes ces étapes-là qui étaient faites manuellement avant sont maintenant dans un logiciel qui, lui, va pouvoir déterminer automatiquement combien tu vas avoir besoin de roues et où tu dois les acheter et quel prix tu veux les payer. Donc, tout mhm, ça maintenant, ça a beaucoup automatisé l'intelligence artificielle, les processus dans les usines, dans les entreprises, pour sauver du temps. mhm, Et évidemment, ça s'est développé un peu, mais c'était pas, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de loi plus que ça, un peu plus en Europe, évidemment, là, mais mhm, ici, on n'en a pas beaucoup. Et il y a un autre type d'intelligence artificielle qui s'est développé qui est basé sur les données. Avant, ce n'est pas tout le monde qui avait autant de données dans leur ordinateur. Maintenant, on a beaucoup, beaucoup de données. Donc, ça a facilité beaucoup le développement de l'intelligence artificielle, comme au niveau médical, par exemple. mhm, D'avoir beaucoup de données sur des types de cancers, sur des symptômes, des types de cellules, ça le nourrit des systèmes informatiques d'intelligence artificielle pour détecter des cancers. Donc, c'est extrêmement positif, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour notre société. Pas trop encadré encore, mais le mhm. cadre va venir. Bon, évidemment, il y a un mauvais côté à ça aussi. Euh, Les des réseaux criminels, il sociaux. va toujours en avoir, puis il y a des criminels qui sont plus intelligents que les autres, donc ils vont utiliser ces outils-là à mauvais escient. Mhm. Ben, de ce que j'ai compris, d'ailleurs, tu m'avais recommandé Social Dilemma, Dilemma, qui est sur Netflix, que j'ai particulièrement apprécié, mais qui parlait de l'utilisation des algorithmes par les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Donc, comme moi, comme sorcière,
Je vais sur les réseaux sociaux pour aller voir des fois le point de vue de telle ou telle autre sorcière, comment qu'ils ont fait tel ou tel rituel. Mais il y a beaucoup d'informations et de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Comment je peux me protéger de ces algorithmes-là? Il y a une étude qui a été faite, je pense que c'est l'année passée, ça fait pas tellement longtemps. 90 des informations qu'on retrouve sur les réseaux sociaux sont fausses. Mhm. Donc, pour être informé, pour savoir ce qui est vrai, il faut sortir des réseaux sociaux. Il faut aller vraiment vers des journaux comme The Guardian, La Presse, tu sais, des journaux ou des postes de télévision, Radio-Canada, TVA, où on va avoir la vraie information. Donc, des sources fiables. Des sources fiables. Et sur les réseaux sociaux, c'est un formidable un réseau de communication qui aide beaucoup plus les fraudeurs que, qu'il est- plutôt que de les empêcher. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de règles, il y a à peu près pas d'encadrement. Mhm. Donc, n'importe qui paye sa publicité pour dire n'importe quoi, comme les pilules ou le jus qui guérit le cancer, ça va passer sur les réseaux sociaux et ça, c'est très dommageable. Ce qui est encore plus dommageable, c'est quand on s'en rend pas compte. Mhm. Et les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés par les terroristes qui veulent recruter des jeunes pour les influencer, pour pouvoir les recruter pour faire des actes terroristes. Et Mhm. plus près de nous, disons plus ici au Canada et aux États-Unis, on veut beaucoup recruter des membres pour l'extrême droite, Mhm. pour leur faire croire des choses extrêmes. Et ça, il y a toute une recette qui existe. Ça fait longtemps que cette recette-là, elle existe pour influencer les gens. C'est pas Mhm. avec l'informatique que ça a été inventé, ces recettes-là. C'était déjà utilisé avant. Mhm. Mais on utilisait le téléphone ou on utilisait des lettres. Là, c'est beaucoup plus facile de rejoindre les gens et de les influencer sans qu'ils s'en rendent trop compte. Mhm. En utilisant les mécanismes naturels de neurosciences du corps humain, de notre cerveau, en fait. OK. Euh, Parmi les choses que tu nous parles dans ton essai, il y a une phrase qui m'a particulièrement interpellée. Euh, c'est que, je vais citer, on leur donne des noms de femmes parce que ces programmes agissent comme des servantes à qui on donne des ordres. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ou c'était comme ça avant? Ben, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, on le voit beaucoup, là. Ils ont fait une étude, d'ailleurs, dans les GPS qu'on utilise sur nos téléphones pour nous dire le chemin. OK. C'est des femmes qui nous parlent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont fait une étude. Cette étude-là, évidemment, a été faite auprès des hommes, principalement, parce que c'est eux qui développent les logiciels. C'est beaucoup des hommes qui travaillent en informatique. Mhm. Et un des éléments qui est apparu dans ces études-là, c'est que si c'était une voix d'homme qui disait à un homme, tourne ici, tourne là, va là, ou ça passerait moins bien, ou ce serait moins entendu, ou donner des ordres à un autre homme, ce serait comme, ben, dis-moi le chemin, ou c'est comme moins bien vu. Mais OK. donner des ordres à une femme, appelle tel gars, appelle telle personne, donne-moi le chemin, ça, c'est une femme qui répond puis qui dit le chemin. C'est comme si c'était plus normal pour ces hommes-là. C'est comme Siri ou Alexa. j'ai- Exactement. On OK. donne des noms de femmes. Mhm. Mais ça, c'est vraiment un biais, tu sais, de notre société de traiter les femmes comme des servantes. Ouais. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été faites pour changer les choses jusqu'à aujourd'hui? Ben, il y a beaucoup de groupes aussi qui vont surveiller ça, qui vont suivre ça, qui vont dénoncer, mais ils n'ont pas beaucoup de voix, OK. évidemment, là, tu sais.
Dans ton essai, tu parles aussi que voyons, l'intelligence artificielle est utilisée aussi en zoothérapie. Comment? Par exemple, une des choses qu'ils ont inventées en psychologie, c'est, la zoothérapie, c'est connu depuis longtemps en psychologie, que le fait de pouvoir, bon, caresser un chat, un chien ou même un toutou qui représente un chat, un chien, c'est apaisant. Ça nous sécurise, on se sent bien, c'est doux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit robot qui ressemble à un chien ou à un chat et OK. qui va réagir, qui va interréagir avec la personne. Donc, quand on le flatte, il va se mettre à ronronner, par exemple. Ah! Ouais, des choses comme ça, ou quand on le flatte, il va lever la tête pour montrer qu'il y a comme une interaction, comme si c'était un vrai animal, en fait. C'est ça qu'on veut démontrer. Il va miauler, il va japper, puis là, on va y parler, puis là, il va nous répondre par des sons d'animaux. Et c'est beaucoup utilisé, ça, avec les gens qui font de l'Alzheimer. Heu, je sais aussi que tu parlais de l'utilisation au niveau de la propagande, avec l'intelligence artificielle, comme par exemple en Birmanie, là où il y a eu beaucoup de meurtres, de viols collectifs contre les musulmans, ça a fait un gros clivage de convictions. Tu en parlais tantôt justement de la droite là, qui se sert beaucoup de l'intelligence artificielle. Hem Donc, on verrait le côté obscur de l'être humain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aider à changer les choses? Oui, oui, et c'est déjà en place, dans les réseaux sociaux. Les gens, à un moment donné, se sont rendus compte justement que les réseaux sociaux étaient utilisés pour faire de la propagande Mmh. et une des meilleurs moyens de contrer ça, une propagande qui serait négative, donc d'extrême droite. Mmh. Par exemple, une propagande qui dit qu'on a vu ça aux États-Unis, que les immigrés, c'est des violeurs, puis c'est des criminels, Mmh. ce qui est complètement faux. Donc ils vont utiliser le même outil d'intelligence artificielle pour faire beaucoup, beaucoup de messages qui vont aller dans le sens contraire. Mmh. Donc, faire une communication ou une avalanche de communication positive sur un même sujet en donnant des faits qui sont réels, comme par exemple la majorité des immigrés euh, qui ont, dans la majorité des crimes qui sont commis, des crimes graves, il n'y a à peu près pas d'immigrés qui Mmh. sont, c'est surtout des citoyens, disons, natifs de la place qui font les actes criminels et très, très peu les immigrés. Donc, un des moyens qui a commencé, c'est vraiment de exposer le plus de gens possible à des choses qui sont réelles, Mmh. des choses qui sont vraies, défaire les messages de propagande, par exemple. Et donc de donner de l'information pour faire le contrebalance Oui, de pour la faire la désinformation. balance un peu, c'est tu sais, comme par exemple dans les changements climatiques. Bon, beaucoup disent que les gens d'extrême droite disent que ça n'existe pas. Ben, de mettre une avalanche d'informations pour démontrer dans les faits que c'est vrai, ça va Mmh. aider. En prenant conscience des informations que tu nous transmets aujourd'hui, heu, comment on peut se protéger? Ben, en se protégeant, le premier réflexe, c'est quand on voit une chose qui est comme urgente, qu'on nous demande de réagir urgemment. Ça, c'est quelque chose aussi qui est comme pas normal, de prendre des décisions sur le coup d'une urgence, par exemple. Mmh. Fait que ça, c'est un élément de se protéger. Aussi, d'être toujours critique. Quand on voit des choses qui n'ont pas d'allure, comme on a vu une information sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui disait que on pouvait contrôler la température et que l'ouragan qui avait frappé la Floride avait été dirigé contre des républicains en Floride. Bon, ça, Oui. c'est gros bon sens, comme on dit, ça n'a aucun sens. Non. Donc, quand les choses n'ont pas de sens, qui sont trop grosses, c'est à peu près sûr que c'est pas vrai. Y a-t-il des outils à notre disposition pour nous aider à nous protéger du dévoilement de nos données personnelles?
Il n'y a pas beaucoup de choses qui existent. Moi, je dirais que la meilleure protection, c'est d'en mettre le moins possible là, sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est beaucoup là qui sont puisées les données. Puis on a vu avec le scandale de Cambridge Analytica que, il était volé carrément et qu'on n'avait plus de recours contre ça. Cambridge Analytica a été poursuivi parce qu'il a influencé les élections. Il a fait des logiciels, il a utilisé des algorithmes d'intelligence artificielle pour voler les données personnelles des gens sur Facebook, mais des millions de données, des millions de personnes qui ont été volées. Ces données-là ont servi à analyser le profil psychologique des gens pour pouvoir les influencer, leur envoyer des messages pour les influencer dans leur vote Mhm. ou leur faire croire des choses qui n'avaient pas d'allure. Et ça l'a énormément fonctionné. OK. Si j'ai quelqu'un autour de moi qui est victime d'hameçonnage ou de rançonnage, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Ouf, il y a peu de recours, je dirais, mais il y a un organisme qui existe maintenant au niveau fédéral qui vient d'être mis sur pied. C'est le Centre de cybercrime. On peut le trouver facilement là, sur Internet et on peut dénoncer, faire une plainte. OK. Mais la principale affaire, c'est de trouver, si on peut trouver soi-même, qui est l'auteur de ce délit-là et après ça, l'identifier la personne. Là, Mhm. tu peux, après ça, faire une action légale pour pouvoir l'accuser. OK. Mais le plus dur, c'est de trouver l'origine. Qui est la personne à l'origine de ça? Et ça se fait de plus en plus. Mhm. Les gens se prennent en main et vont chercher. Et même, il y a il y a des groupes sur Internet maintenant, sur Facebook même, qui vont aider à résoudre des crimes. Ah! Ouais. Donc, de plus en plus là, d'enquêteurs en herbe aident la police. Et des fois, c'est des anciens policiers, des anciennes avocates ou les gens qui s'intéressent aux enquêtes. OK. Puis là, ben, ils vont se mettre à analyser, puis là, ils vont communiquer souvent ce qu'ils ont trouvé aux policiers. Et ça va aider les policiers à continuer l'enquête. Bon. Sinon, les prochains événements dans lesquels on pourrait aller te rencontrer? Le prochain, c'est le Salon du livre de Rimouski qui s'en vient au début novembre. Parfait. Bien, je te remercie infiniment, André, d'avoir pris ce temps-là avec nous. Et je vais te souhaiter une très belle continuité et j'ai très hâte de relire un autre de tes romans. Fait que Merci beaucoup pour cette entrevue, Martine. Très bonne question. Merci beaucoup. merci, bonne journée. Bye bye.